Bonsoir et bienvenue dans ce 20h avec ses principaux titres. Le président de la Cour des comptes, Kambali Diomandé, a prêté serment ce lundi devant le président de la République. La Cour des comptes est une nouvelle institution créée à la faveur de la Constitution de la Troisième République. Nous irons au palais présidentiel en début de journal. Dans ce 20h, nous parlerons de la nouvelle stratégie adoptée par les sapeurs-pompiers militaires pour se rapprocher davantage des populations. De quelle stratégie s'agit-il? Quel est le regard de la population face à cette nouvelle méthode d'intervention? Les réponses dans quelques instants. Le dossier de ce journal est consacré aux conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Pelefero Gonkoulibaly de Korogo. Leur principal souhait est l'achèvement de la cité universitaire sur le campus. C'est aussi le souhait des autorités universitaires. Les étudiants de l'université de Korogo face à leur réalité, c'est le dossier de ce 20h. Et puis au Sénégal, après l'attaque qui a fait 13 mois à Casamance, le samedi, on ne connaît toujours pas les auteurs. Le gouvernement sénégalais promet de mener une traque rude et sans répit pour retrouver les auteurs de cette tuerie. Voilà pour les titres de ce 20h. Commençons tout de suite par la prestation de serment de Kambali Diomandé, le président de la Cour des comptes. C'était en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Compte rendu, Viviane Agnimin. S'il existait auparavant une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, la Constitution de la Troisième République abroge cette disposition et instaure désormais une Cour des comptes, qui est une institution à part entière au même titre que toutes les autres institutions de la République et dont la mission est de contrôler la gestion des fonds publics. Tout premier président de cette nouvelle institution, Kambali Diomandé, nommé par décret du président de la République. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi organique numéro 2015-494 du 7 juillet 2015, déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des comptes, décrète. Article 1er. M. Kambali Diomandé est nommé président de la Cour des comptes. Nommé par décret présidentiel, le président de la Cour des comptes doit, avant d'exercer sa charge, prêter serment, puis être installé officiellement dans ses fonctions. C'est l'objet de l'audience de prestation de serment qui s'est déroulée ce lundi 8 janvier au palais présidentiel en présence de l'ensemble du gouvernement et présidée par le président de la République lui-même en sa qualité de chef suprême de la magistrature. C'est devant lui que le président de la Cour des comptes, Kambali Diomandé, a été invité à prêter serment. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune... Intervenant à la suite, le président de la République a situé sur l'importance que revêt l'avènement d'une Cour des comptes. Auparavant, il existait une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, mais comme il l'a souligné, l'instauration désormais d'une Cour des comptes est un saut qualitatif dans la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est désormais l'institution supérieure de contrôle des finances publiques dans notre pays. À ce titre, et je cite la Constitution, en son article 152, la Cour des comptes contrôle la gestion des comptes des services de l'État, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales, des autorités administratives indépendantes et de tout organisme bénéficiant d'une aide de l'État ou d'une autre personne morale de droit public et de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales. Avec la mise en place de la Cour des comptes, nous faisons donc un saut qualitatif dans l'histoire de la juridiction financière en Côte d'Ivoire. Puis exhortant le premier responsable de l'institution à s'investir dans sa tâche et lutter efficacement contre le gaspillage et le détournement des finances publiques, le président de la République a installé officiellement le président Kambali Diomandé dans ses fonctions.
je n'ai aucun doute que vous exercerez vos fonctions dans la rigueur, l'équité et la justice. Pour ma part, je voudrais vous assurer de toute ma disponibilité pour faciliter votre mission dans le respect des prérogatives respectives des institutions de la République, tout en vous renouvelant mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous déclare installé dans vos fonctions de président de la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire a reçu les félicitations du président de la République, du vice-président, du Premier ministre, les félicitations de son épouse et ses enfants. Heureux et ému, la presse lui a arraché quelques impressions. C'est une satisfaction personnelle, mais c'est surtout une grande satisfaction pour mon pays, parce que la Côte d'Ivoire est quand même un des pays leaders de l'UEMOA et qu'elle est maintenant une Cour des comptes au même titre que la plupart des autres pays, ça ne peut que faire la fierté de tout Ivoirien. Dernière formalité protocolaire, les honneurs militaires rendus par la garde républicaine au président de la Cour des comptes. En parlant maintenant de cette nouvelle stratégie adoptée par les sapeurs-pompiers militaires pour se rapprocher davantage des populations. De quelle stratégie s'agit-il? Quel est le regard de la population face à cette nouvelle méthode d'intervention? Eh bien, les réponses dans ce reportage que nous proposent Christ Diomandé et Grace Kando. Le camp commando d'Abobo, le commissariat du 30e arrondissement de Cocody, la base à BAE de Yopougon et le centre pilote de Port-Boué sont les nouveaux sites de positionnement des engins de secours des sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Une stratégie qui vise à se rapprocher des populations et à réduire le temps d'intervention. On a constaté que les temps d'intervention devenaient de plus en plus longs à cause des embouteillages sur la route. Et il y a des zones qui sont totalement dépourvues en secours. Pour pallier à cet état de fait, nous avons été amenés à prépositionner sur certains sites des engins de secours à mesure de répondre plus rapidement aux demandes qui sont faites. C'est ainsi que nous avons positionné des engins à Bobo, aux environs du camp commando, pour pouvoir intervenir dans la zone d'Abobo et même jusqu'à Anyama, à Yopougon au niveau de la BAE, parce que notre caserne de Yopougon est au toit rouge, donc les engins propositionnés à la BAE peuvent intervenir très rapidement sur la voie express Yopougon à Djamé et raccourcir les délais d'intervention aussi bien dans la zone industrielle. Du côté de Cocody, nous nous sommes prépositionnés au 30e arrondissement pour pouvoir gérer toute la zone de la 7e, 8e, 9e tranche. Et à Marcory, un engin a été prépositionné à Port-Boué, au centre pilote de Port-Boué, en mesure d'intervenir plus rapidement sur la voie express qui va à Grand-Bassam et dans la zone de Port-Boué. Au cours de notre reportage, nous avons pu constater l'efficacité de cette stratégie suite à un accident de la circulation sur l'axe express Abobo-Agamé. L'équipe déjà installée au camp commando d'Abobo a pu se déployer sur les lieux pour secourir les accidentés en un temps record. L'accident, en tout cas, c'était un peu grave. Quand ça s'est passé net, quand après net, ils sont arrivés net. On dit, ah, Dieu merci. L'efficacité a été vraiment énorme parce qu'ils ont été rapidement sur les lieux pour pouvoir évacuer les blessés. Donc vraiment, c'est un effet à encourager. Dès que l'accident s'est passé, on m'a appelé directement que ton femme a fait accident.
donné ça à la maison. J'ai déplacé un tension-compteur. Il faut que j'arrive devant les sapeurs-pompiers. Malheureusement, dès que j'arrive seulement parce que les sapeurs-pompiers, comme ils ont fait aussi les sapeurs-pompiers à Bobo aussi, vraiment, on est très très contents. Une initiative que le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires entend élargir à l'ensemble du district d'Abidjan. Nous envisageons d'amplifier ces sites-là. Il y a des acquisitions qui sont en cours. Donc dès qu'elles seront faites, nous allons trouver d'autres sites de prépositionnement pour encore raccourcir les délais d'intervention. La protection civile est une des attributions des maires. Donc c'est à eux de mettre en place ces casernes et nous allons apporter notre expertise, nos hommes et pour le compte du ministère de la Défense, prendre en charge la protection civile dans la zone concernée. Plus de 1500 interventions ont été effectuées de septembre à décembre 2017 grâce à la nouvelle stratégie mise en place par le groupement des sapeurs-pompiers militaires. Des numéros ouverts 24 heures sur 24 sont à la disposition des populations. Ce sont le 20 28 21 09 ou le 01 80 13 28. Dans le cadre de la reprise de son procès, le commandant Jean-Noël Abéhi était ce matin au tribunal pour répondre des faits de complot contre l'autorité de l'État. Et l'un des temps forts a été l'audition de l'ancien patron du groupement d'escadrons blindés de la Gendarmerie nationale, compte rendu Abou Sanogo. Le commandant Jean-Noël Abéhi à la barre ce lundi. Poursuivi pour des faits de complot contre l'autorité de l'État, l'ex-patron du groupement d'escadrons blindés de la Gendarmerie nationale a nié son implication dans l'attaque contre la caserne de gendarmerie d'Agban. Mieux, il a indiqué que jamais il n'a eu l'intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Jean-Noël Abéhi a également souligné que les actes qui lui sont reprochés n'ont jamais été orientés contre les autorités actuelles. Concernant la vidéo qu'il a faite, selon lui, c'était pour empêcher un coup d'État qui était en préparation par une plateforme de militaires en exil. Après son audition, le procès a été renvoyé à demain mardi pour entendre les derniers co-accusés. Le commandant Jean-Noël Abéhi et 11 sur 15 autres co-accusés sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Parlons des conditions de vie et d'études des étudiants de l'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo. Leur principal souhait, c'est l'achèvement de la cité universitaire sur le campus. C'est aussi le souhait des autorités universitaires. Les étudiants de l'université de Korogo, face à leur réalité, le regard de la rédaction avec Eugène Atoubé. Jour de cours à l'université Peleforo-Gonkoulibaly de Korogo, il est 13 h. Loin de l'atmosphère studieuse des amphithéâtres, le restaurant de l'université est envahi par les étudiants. Menu du jour, attiqué poisson et riz sauce junglée, au choix. Le service de restauration est lent. Il n'y a pas assez d'équipement. Avant, on était juste de l'autre côté là-bas, où les étudiants étaient plus nombreux que la salle elle-même. Le stage du 17, c'est toujours l'attiqué, le riz, l'attiqué, le riz. Nous sommes là jusqu'à actuellement, il est 14 h. Mais les étudiants n'arrivent pas à avoir l'accès à la nourriture. Pourtant, actuellement, ils sont censés être en classe pour suivre des cours. C'est ainsi tous les jours ouvrables dans ce restaurant universitaire, où le repas est subventionné. Et seul le déjeuner est servi. Au bénéfice de 2000 étudiants, pour 200 francs CFA, le prix du ticket. Un repas préparé dans des cuisines sommaires et dans des conditions d'hygiène à améliorer. Le CROU, Centre régional des œuvres universitaires de Korogo, gère encore ce provisoire qui harasse bien les étudiants. La capacité vraiment n'est pas adaptée et ne va pas en adéquation avec le nombre d'étudiants présents. Donc, raison pour laquelle nous demandons l'achèvement de la cité, car c'est l'achèvement de la cité qui va nous permettre d'avoir un restaurant bien équipé avec un personnel professionnel. Parce que lorsque vous regardez dans les conditions dans lesquelles ces femmes-là préparent, vous constatez que nous ne pouvons pas manger à l'heure parce qu'elles utilisent des méthodes artisanales. Mon objectif, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire de cette université ce qu'on appelle un campus village. Faire en sorte que les étudiants logent là, mangent, fassent tout ce qu'ils veulent faire ici sans aller à 2 km en ville où de temps en temps nous avons des troubles notamment. Où nous sommes obligés de nous réveiller avec les accidents de moto par-ci par-là chaque nuit. Mais quand ils sont logés ici, vraiment ils sont en sécurité. Je loue l'action du
maire, Amadou Gon Coulibaly, il ne veut même pas qu'un étudiant dise que je souffre à Korogo. Il fait un effort. C'est un cadre de la région. Et l'appel que je lance l'appel aux autres cadres de s'ajouter à lui pour que tout ce que, en fait, mon énergie soit atteint. De 200 places servies à l'ouverture de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo, l'offre a progressivement atteint 800 plats et aujourd'hui 2000, en réponse à la très forte demande. Traduction de l'engagement de l'université Pelefaro Gon Coulibaly de Korogo à mettre les étudiants dans les meilleures conditions de vie possibles. Le directeur du CROU local rappelle à l'envie et avec beaucoup de fierté la construction depuis 2013 de 12 bâtiments sur le campus d'une capacité globale de 2400 lits, d'un bâtiment entièrement réservé aux personnes handicapées. Les étudiants heureux et trop pressés vocifèrent, non sans reconnaître la grande attention que leur portent les cadres, les élus et autorités universitaires à Korogo. À Korogo, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une maison à moins de 25 000 francs. Combien les parents vont l'envoyer sans ne pas oublier les documents que ces personnes doivent acheter, surtout l'eau, l'électricité, le transport. Souvent, on rate le bus et on a besoin de marcher pour venir. Nous sommes venus, nous n'avons pas de parents, mais la cité était là, elle a débuté, mais malheureusement elle n'a pas été terminée. Donc nous, les gens pratiquement en ville. Notre souhait, c'est que les travaux redémarrent et que la cité puisse prendre fin. En attendant que soient livrés les logements aux étudiants, ceux-ci se débrouillent comme ils peuvent en ville. Outre les étudiants habitant chez des tuteurs ou locataires chez des particuliers, il y a ceux qui ont intégré les cités que le CROU de Korogo met à la disposition de la population estudiantine. Ces villas dans divers quartiers de la ville qui accueillent 254 étudiants sur 1500 demandes d'admission chaque année. Les points communs à ces cités sont d'abord leur promiscuité, 3 ou 4 par chambre pour un loyer de 10 000 francs CFA par lit. Ensuite, l'éloignement de la ville. À l'objectif, selon le directeur du CROU de Korogo, de soustraire les étudiants des vices et des mauvaises influences dans une ville qui tire beaucoup d'orgueil de son université. C'est du social que nous faisons en les logeant pour ne pas qu'on nous dise un jour que je suis là, je ne sais pas où dormir. Bon, c'est vrai, c'est un peu coûteux pour nous, pour le CROU, mais néanmoins, bon, on fait avec. Et je pense que bon, il n'y a pas trop de problème. Au jour d'aujourd'hui, aucun étudiant ne vous dira qu'il ne sait pas où dormir à Korogo. Ça, jamais. L'éloignement des cités des lieux de cours reste encore un problème pour les étudiants, malgré leur transport par car géré par le CROU de Korogo. 4 cars pour 10 000 étudiants vivant tous hors du campus. Une vraie gageure. Il faut savoir que la plupart des étudiants n'ont pas les moyens de venir au bus. Ça coûte 200 francs l'aller et le retour. Mais vu les conditions, le retard et autres, la plupart des étudiants préfèrent venir à pied. Nous sommes très très loin de l'université. Quand le bus vient, il y a du monde, les chargés vont déposer des personnes et puis revenir encore prendre d'autres personnes. Et puis ici, le transport coûte beaucoup cher. La direction du CROU de Korogo a fait une requête aux 4 élus de Korogo pour accélérer le financement de l'achèvement des travaux des logements pour étudiants réalisés à plus de 70% à ce jour. Sans doute le plus beau cadeau que les étudiants de Korogo attendent en cette année 2018 qui commence. Et poursuivons ce journal par une récompense, le prix ICS interafricain de communication et de sondage pour la cohésion sociale et la réconciliation a été décerné récemment au professeur Marietou Koné pour ses actions en faveur de la paix et de la réconciliation nationale, nous dit notre reporter Patricia Oumou-Etia. Le professeur Marietou Koné a obtenu le prix spécial panafricain ICS 2017, décerné par l'Interafricain de communication et de sondage. Il s'agit pour les initiateurs de ce prix de promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie, et aussi de lutter contre la pauvreté. Marietou Koné a reçu ce prix pour ses actions en faveur de la réconciliation, de la cohésion, de la protection de la femme et pour la protection des enfants. Après des investigations et des sondages, les compétences de la ministre ont retenu l'avis favorable de 41 membres du jury sur les 41 constitués par l'ICS. Je pense que Madame la ministre, au regard de toutes ces qualités-là, a réussi tant bien que mal à faire en sorte que la cohésion sociale puisse être une réalité en Côte d'Ivoire. Nous, les collaborateurs de Madame le ministre, nous sommes fiers d'elle parce que tous les jours, elle veut des résultats.
C'est une grande dame qui travaille beaucoup. Et quand on travaille pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, c'est pour la paix. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Mariatou Koné a dédié ce prix aux femmes de Côte d'Ivoire et a indiqué que cette récompense est le fruit d'un travail collectif. Nous avons enregistré des retours massifs des réfugiés grâce aux mesures prises par le gouvernement avec l'accompagnement du HCR, mais également de tous nos partenaires pour un rapatriement durable. Il s'agit entre autres comme mesure de la sécurité, de la réintégration socio-économique et du dégel des avoirs. La ministre Mariatou Koné a entre autres reçu cette distinction après celle de la première dame Dominique Ouattara, des ministres Amateua Cissé Bakongo, de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire Daniel Kedem, du colonel Cheikh Keita, directeur de l'autorité nationale de régulation de l'électricité en Côte d'Ivoire. Évoluons dans le sens du pardon, dans le sens de l'apaisement. Il y a eu conflit entre agriculteurs et éleveurs à Abidji, dans le département de Dimokro. Le préfet de cette localité a rencontré les parties en conflit qui ont accepté de taire leurs différends au nom de la paix intercommunautaire. Les détails de cette rencontre avec Amadou Walter Ouattara. Chaque année, avec la sécheresse, les affrontements entre les communautés Peul, des éleveurs pour la plupart, et les agriculteurs sont soldés entre autres par l'abattage systématique de bêtes, les séquestrations. En cette période d'abattant, afin d'éviter le pire, Jacques Obouo, préfet de la région d'Unzi, a initié une rencontre de sensibilisation sur les risques de conflits éleveurs-agriculteurs. L'autorité préfectorale a aussi souhaité l'organisation annuelle d'une rencontre entre les différentes parties, la mise en place de comités villageois et sous-préfectorales chargés de la gestion des conflits et du respect des protocoles d'accord. Aujourd'hui, chacun a compris sa place dans cette sous-préfecture, le rôle qu'il doit jouer pour permettre que cette sous-préfecture se développe. Et je demande que l'entente qu'il y a eu, la compréhension qui a déjà existé, perdure, et que cela se fasse dans la pure cohésion sociale, dans la compréhension des uns et des autres, aussi bien de leur rite, de leur culture et que de leur manière de vivre. Selon la direction régionale de l'agriculture d'Unzi, les dégâts dus aux nombreux conflits communautaires dans le département de Dimokro ont causé un préjudice de plus de 28 millions de francs CFA, dont 18 millions dans la seule sous-préfecture d'Abegui en 2016. Les 17 villages de la sous-préfecture d'Abegui dans le département de Dimokro ont promis cultiver la cohésion sociale et la paix, socle de tout développement. Une escale dans notre environnement. Les populations qui vivent dans les zones de production cacaoyère ont été sensibilisées sur les effets de la déforestation. Les femmes en particulier ont bénéficié de financement de projets générateurs de revenus. Après la campagne de sensibilisation sur l'usage du foyer amélioré, eh bien, ces femmes ont reçu du matériel. Le témoignage de Mamadou Kouassi. L'industriel chocolatier Mondelez et Care International ont décidé de contribuer à la lutte contre la déforestation en mettant un accent particulier sur les femmes à travers la sensibilisation et l'usage des foyers améliorés. Un projet dénommé Cacao Life est entamé dans 4 régions productrices de cacao, à savoir la Nawa, le Sud Komoué, le Guémon et le Haut-Sassandra. Ces foyers vont réduire de façon significative l'usage de bois de chauffe, une manière de lutter contre la déforestation. Les femmes qui sont bien illustrées à travers l'utilisation de ces foyers améliorés ont eu droit à des dons. Pour nous, c'est doublement significatif. À la fois, nous leur assurons des revenus à travers la commercialisation du cacao, mais également, nous venons appuyer leurs propres plans locaux de développement. Ce projet couvre 176 villages. Et dans le cadre de ce projet, nous avons pour objectif Care International doit travailler sur les piliers du développement communautaire, sur l'amélioration des conditions de vie des communautés. Et cela passe obligatoirement par la création des activités génératives de revenus des communautés. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur joie, car leur vie a changé, disent-ils. Avant, je courais de cours en cours pour prendre des crédits et faire du commerce. Grâce à Cacao Life, aujourd'hui, je me suis sorti dans la pauvreté. En plus des dons matériels,
Ces femmes réunies en association bénéficient aujourd'hui d'un appui financier d'un montant de 1 500 000 francs CFA, attribué à chacune des associations dans le cadre de la réalisation des activités génératrices de revenus. CARE International et son partenaire ont fait de l'amélioration des conditions de vie des populations du monde rural une priorité. Dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle entre le peuple bron et la chefferie ghanéenne, une délégation de chefs traditionnels bron s'est rendue dans le district d'Orma à Nkro au Ghana. Une visite pour participer à la célébration de la fête de Nina, mais aussi pour échanger avec les chefs rois du Ghana en vue de créer un pont entre les deux cultures, nous dit Mamadou Kwasi, encore sollicité pour le compte-rendu. Une délégation des chefs traditionnels bron au Ghana dans le district de Doma à Nkro. Ces autorités coutumières, conduites par le chef de la province Pinango et du président des chefs traditionnels du département de Transua, sont à la célébration de la fête des Lignames dans le village de Oriam, un territoire qui accueille depuis des siècles une partie du peuple bron resté au Ghana. Cette présence des chefs traditionnels bron au Ghana s'inscrit également dans un cadre de renforcement de la coopération culturelle entre ces différents peuples. Encourager toujours tous nos enfants, qu'ils soient d'ici ou de là-bas, de resserrer toujours les liens. Parce que nous formons la même famille et le même peuple, la même langue, qui est le bron. Il y a 2 tiers de bron qui se trouvent au Ghana et 1 tiers en Côte d'Ivoire. Donc vous voyez que nous sommes tenus de resserrer les liens et de garder, de nous frotter pour rehausser notre culture. Avec leurs frères restés au Ghana, Nana Oben Kwaku Ignace et ses pères ont parlé de la culture de la paix et de la politique commune de développement des collectivités situées le long de la frontière ivoiro-ghanéenne. Des politiques pour accompagner les initiatives de développement des présidents ivoiriens et ghanéens. Ici, la célébration de la fête des Lignames se fait dans la pure tradition à Caen. Le chef et la reine-mère sont portés pour sillonner toutes les rues du village. Une façon de célébrer la nouvelle année dans l'allégresse et de chasser les mauvais esprits. Parrain de cette cérémonie de fête des Lignames en territoire ghanéen, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani, représenté par le député de Tanda. Il a appelé au renforcement de la coopération entre le département de Transua et le district de Doma à Nkro, une coopération économique et culturelle en vue de maintenir le climat de paix qui existe déjà. Plusieurs dons en matériel ont été faits par le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani pour la finition des travaux de l'hôpital d'Oriam et de plusieurs autres infrastructures. Le maire du district de Doma à Nkro, Issa Ouattara, représentant le ministre de l'Intérieur du Ghana, salue la cohésion qui existe entre le peuple bron du Ghana et celui de la Côte d'Ivoire, peuple séparé par la frontière. Issa Ouattara a par ailleurs invité à la poursuite des échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Rendez-vous a donc été pris pour la célébration de la Daï Kessié en Côte d'Ivoire avec une forte délégation du Ghana. La commune d'Abobo dans le district d'Abidjan a été le cadre de la 7e édition du Festival culturel et des arts, le Festica. Plus de 25 000 personnes, nous dit notre reporter, ont chanté et dansé avec de nombreux artistes. Au menu également, un concours de beauté, une exposition d'objets d'art, compte rendu Issa Chona Yeo. Son, lumière et un plateau d'artistes pour entrer dans la nouvelle année à Abobo. La commune, chère au maire Adama Tunkara, a vécu de folles nuits d'ambiance en cette fin d'année grâce au Festival culturel et des arts d'Abobo, Festica. Pendant 3 jours, les Abobolais ont chanté et dansé avec leurs idoles. Une mobilisation exceptionnelle à la hauteur de l'événement. Vu que M. Adama Tunkara est un passionné, les passionnés sont des hommes de valeur. Moi, je rêve d'être un homme de valeur. C'est pourquoi je m'investis largement en faisant ce festival avec mes amis. Prestations d'artistes en live et playback, concours de beauté, exposition d'objets d'art et bien d'autres activités ont rythmé cette 7e édition du Festica. Le Festica est un festival d'intégration et de rapprochement des peuples, d'où l'invitation cette année de la communauté mauritanienne. Si les Mauritaniens sont là à 2 h du matin, c'est qu'on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit. Et si vous me voyez là, je pourrais être là en boubou, mais je vais montrer à tout le monde qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus intégré qu'un Mauritanien à Bobo. Je voudrais saluer la communauté mauritanienne. Je voulais leur dire
que nous sommes très heureux de leur présence ce soir ici. Je voudrais, au nom du ministre, féliciter Kunta Mader. De près ou de loin, on te regarde, on te suit, on te soutient. Adama Tungara m'a demandé de te dire qu'il continuera de te soutenir, quoi qu'il advienne. En somme, le Festica a permis à plus de 25 000 spectateurs de vivre d'intenses moments de bonheur avant l'entame de 2018. Comme annoncé dans les titres, au Sénégal, après l'attaque qui a fait 13 morts en Casamance le samedi, eh bien, on ne connaît toujours pas les auteurs de cette tuerie. Le gouvernement sénégalais promet de mener une traque rude et sans répit pour retrouver les auteurs de cette tuerie. Le président sénégalais Macky Sall a décrété 2 jours de deuil à partir de ce lundi. Prochain rendez-vous de l'information à 23h parce que la roue de l'actualité continue de tourner. Bonsoir.